santé, bienvenue à votre podcast préféré, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre cours, bienvenue à toutes nos petites rencontres hebdomadaires à distance, semaine après semaine, via ce podcast. Content de te savoir là, encore cette semaine. Beaucoup de choses à faire, mais t'écoutes encore ton podcast, bravo. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se le demandent, j'ai reçu un courriel, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se posent cette question. Là. Il y a un épisode qui a été publié vendredi, mais l'épisode, il est dans la catégorie extra. Des fois, je mets ça, là, extra, au début de mes épisodes, quand vous regardez le titre. Extra, ça veut dire que c'est extra, là, donc pas obligé de l'écouter. Ça fait partie du contenu d'enrichissement. Puis, mais si ça vous tente justement d'enrichir votre réflexion sur le professionnalisme, ben écoutez l'épisode. Vous allez voir, c'est une entrevue en deux parties. Là, c'était la première partie, une entrevue avec mon collègue Luc Bégin. Luc, c'est lui qui m'a donné d'ailleurs ce cours il y a 15 ans. Puis lui aussi, il est expert des thèmes du cours. Puis essentiellement, c'est ça, c'est une discussion entre deux experts de votre contenu qui jasent du contenu puis des thèmes. Bon, il y a des thèmes qu'on n'a pas encore abordés, mais ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu dans votre cours. Puis, c'était bien le fun d'avoir une belle discussion avec Luc. Puis, je pense que ça s'écoute très bien, même si ça vous tente. C'est dans le contenu extra. Puis, faites-en ce que vous en voulez, là. C'est de l'extra. D'ailleurs, parlant de discussion au micro, il y a un de vos collègues qui m'a partagé une très, très belle idée. C'était d'inviter des étudiants ici en studio. En studio, là, faut comprendre, c'est dans mon bureau. J'ai trois micros. Je peux même installer un quatrième s'il y a de la demande. Mais l'idée, ce serait d'avoir 1, 2, 3 étudiants ici, puis pendant que j'enregistre ça, ben au moins ça ferait quelqu'un là, pour avoir une petite ou quelques-uns pour avoir une belle dynamique que je présenterais. Ce serait pas compliqué, là. Vous venez ici, rien à préparer, là. Ça ressemblerait à ce qui se passe en ce moment, là. Donc je parle beaucoup. La seule différence, c'est que vous pourriez poser vos questions au fur et à mesure, sinon commenter, jaser, écouter des podcasts, là, vous savez à quoi ça peut ressembler. Ça serait un petit peu ça. Donc, ce serait le fun. Pas d'obligation. Ça aussi, c'est extra. Mais si ça vous tente de tenter ce genre d'expérience, puis justement, de vous tester au micro, il y en a plusieurs qui aiment ça, ou qui aimeraient ça peut-être, même se créer leur propre podcast, ben venez voir le matériel ici, venez tester votre voix, puis faites-moi signe, puis on organisera quelque chose. OK, c'est fait. Bravo. Vos TP1 ont été déposés. J'ai vu ça. Puis là, ben, c'est à moi de bosser. C'est-à-dire que c'est moi qui va corriger ça cette semaine et la semaine prochaine. Là. Donc, je me suis réservé 10 jours ouvrables. Donc, pour vous, ça irait jusqu'à... Vous devriez avoir des nouvelles de moi, de vos TP1 avec des rétroactions. Ce serait pour vous... Donnez-moi jusqu'au vendredi 13 février. Vendredi 13! Oh, 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 oh! Vendredi 13 février, donc. Et, si vous n'avez pas de nouvelles de moi, ben inquiétez-vous. C'est peut-être pour ça que la musique était de circonstance, là. Il est peut-être arrivé quelque chose. Sinon, là, vous devriez avoir des rétroactions. Là, habituellement, j'essaie de faire ça là, dans un horizon de 10 jours ouvrables. Et pour vous, là, jusqu'au vendredi 13 février, pas d'inquiétude. Écrivez-moi pas trop de courriels avec des points d'exclamation. Écrivez pas sur Spotted du Laval, s'il vous plaît. Là. Ça devrait arriver d'ici là. Vous l'avez vu avec la rédaction de votre TP1. C'était votre premier vrai test, je dirais, pour mettre à l'épreuve votre équipe. Votre dynamique d'équipe, c'est peut-être le plus gros défi du TP1. C'est un défi de gestion d'équipe, s'assurer que tous les membres sont là, sont actifs, sont engagés, que les Teams, Google Doc et Leaf, comment ça s'appelle, Overleaf fonctionnent. Puis parce que vous allez avoir besoin de tout ça. Le TP1, c'est pas compliqué, mais le TP2, il est plus long, il est plus compliqué.
Si vous voyez des problèmes de gestion d'équipe en ce moment, il va en avoir de plus grands et de plus fréquents dans le TP2. Alors, c'est le bon temps d'agir pour vous. Attendez pas à la fin de la session là, avant de me faire signe si vous voyez des problèmes d'équipe. Impliquez-moi dès que ça se passe, dès le début des travaux, si vous constatez des petits problèmes. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait là, dans leur TP1, puis vous avez vu, là, je réagis assez vite. Puis habituellement, un courriel du prof, c'est pas un courriel d'alerte ou de sanction, là, c'est juste, bon, let's go, ton équipe attend après toi un peu, là. Move on, c'est le moment de te réveiller. Puis souvent, c'est suffisant. Puis ça permet d'avoir des équipes qui sont plus équitables, je dirais, là, dans l'engagement. Puis, soyez patient d'ailleurs quand vous voyez ce genre de retard-là. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi un étudiant, une étudiante ne s'implique pas dans ces TP1. Des fois, c'est de la gêne, des fois, c'est des problèmes personnels. Donc, quand vous écrivez à un étudiant, une étudiante qui est comme ça un peu à l'écart, restez très professionnel, soyez patient, ça arrive. Vous êtes organisé, là, mais c'est pas tout le monde qui est si organisé que ça à vos âges. Puis, c'est ça. Quelques courriels supplémentaires, une petite tape dans le dos, sinon sur les doigts. C'est souvent suffisant là, pour relancer les travaux. Puis encore une fois, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe, demander de l'aide aux besoins si vous rencontrez des problèmes, puis nous allons les résoudre prudemment. OK, dans cet épisode, module 4, déjà module 4, et dans ce module, vous allez être introduit à la grille de Lego. C'est comme ça que nous allons nommer cette petite grille d'analyse d'un problème éthique. Une grille d'analyse pensée et conçue par notre ami Georges A. Legault. Qui est-il? Ben, c'est l'auteur de l'ouvrage principal du cours. Hein. Vous l'avez vu, le professionnalisme et délibération éthique. C'est lui qui a écrit ça. Et dans son chapitre 6, vous allez trouver une explication de sa grille en annexe, je pense que c'est l'annexe 2. Vous allez trouver une copie de cette grille d'analyse. C'est de cette grille d'analyse dont je compte vous parler dans cet épisode. C'est cette grille d'analyse qu'on va explorer en classe demain si vous êtes là. Sinon, ben, ce sera dans l'enregistrement de cours. Et dans ce podcast, on va utiliser cette grille. J'ai prévu pour vous une étude de cas propre au podcast. Là. Il va y avoir une autre étude de cas en classe. Mais soyez attentifs parce que, je vous le disais, la grille d'analyse, vous allez en avoir besoin dans votre TP2 puisque vous devrez analyser votre TP1 à l'aide de cette grille. Puis vous aurez besoin des résultats de votre analyse pour rédiger votre rapport décisionnel. Tout ça, c'est dans le TP2. Puis, vous devez être attentif aussi dans ce podcast parce qu'il va y avoir des questions d'examen sur cette grille. Donc, je ne vais pas juste vous l'expliquer pour le fun. Là. C'est pas de l'extra, non. C'est la grille, non seulement c'est un outil, mais c'est un outil que vous devez comprendre et connaître, je dirais, là, au moins les principales étapes parce que ça risque d'être des thèmes et des questions d'examen. Donc, je dis examen pour que intensifier, je dirais, votre écoute, là, mais c'est réaliste, là, ça fait partie des objectifs de ce module 4, non seulement l'utiliser, mais la comprendre et la connaître. Voilà. Alors, êtes-vous prêts à une écoute intense? Mettez de côté là, vos cellulaires et autres distractions possibles parce que vous aurez besoin de comprendre ce qui en ressort avec cette grille. Dans l'enregistrement de cours, ou si vous êtes là cette semaine, pour vous montrer à utiliser cette grille d'analyse, on va se servir en classe. J'ai pensé vous continuer à travailler sur un cas, une étude de cas qui a rapport avec la triche universitaire, le plagiat à l'université. C'est un problème important, mais en même temps, c'est surtout un problème qui vous concerne. Là. C'est important lorsqu'on parle d'éthique de choisir des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent en ce moment. Vous êtes à l'université, des problèmes de plagiat, vous êtes là-dedans. Je dis pas que vous plagiez, mais cette réflexion-là, c'est concret, c'est réaliste. Puis le but en classe, c'est de vous faire travailler avec des préoccupations qui sont les vôtres en ce moment. Donc, je vous invite à venir en classe demain, sinon à visionner l'enregistrement de cours, parce que même si vous aimez bien écouter le podcast, et des fois, il y a des redites là, entre le podcast et le cours, mais je dirais qu'en classe aussi, de vous faire expliquer
la grille d'analyse à l'aide de l'étude de cas, ben, on va prendre le temps d'approfondir plusieurs étapes et sous-étapes de la grille. Donc, ça va vous permettre de mieux la comprendre et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre ce qu'est la triche universitaire. Donc, ça fait partie de nos réflexions. Puis le plagiat, ben, c'est un enjeu très important pour vous dans le contexte universitaire. Donc, dans le module 4, en classe, l'étude de cas prévue, je vous le disais, c'est sur le plagiat. Puis, de façon à éviter les redites dans ce podcast, on va faire aussi une étude de cas pour explorer la grille d'analyse. Mais dans ce podcast, j'ai prévu pour vous l'étude de cas en question. On va faire une étude de cas. On va se servir de l'histoire de Karen Duhamel. Vous souvenez-vous de Karen Duhamel? On l'avait vu, on l'a vu au module 1. Évidemment, si vous avez fait le module 1 sérieusement, vous savez exactement qui est Karen Duhamel. Puis on va se servir du problème rencontré par Karen Duhamel pour l'analyser. On va l'analyser à l'aide d'une grille d'analyse dans ce podcast. Et je vous invite, à travers l'épisode, à déjà avoir en tête votre propre TP1. Parce que avec la grille d'analyse, je vais vous l'expliquer, mais le but éventuellement, c'est que vous soyez capable de prendre cette grille et d'analyser votre propre problème que vous m'avez proposé dans le TP1. Rappelons que le TP2 qui s'en vient, le TP2, il y a deux principales phases. Celui qui vaut 25 points, là. Ça vaut la peine d'écouter. Hein? Donc, le TP2, là, il y a deux étapes. Analyser le problème TP1. Ça, c'est dans le TP2, là. Donc, on va analyser votre problème et on va rédiger un rapport décisionnel. Puis, la première partie, là, analyser le problème, c'est avec la grille de Legault. Donc là, je vous l'explique. Je vais vous l'expliquer à l'aide de l'étude de cas de Karen Duhamel, mais ayez en tête que, bon, ça, c'est la première étape. Comment je répondrais pour mon propre TP1 à ce genre de questions-là? Ça, c'est la deuxième étape. Si c'était mon propre TP1, à quoi ça ressemblerait ma réponse? Puis après ça, ben, vous colligerez vos réponses quand vous rencontrez les membres de votre équipe. Donc, on va se concentrer dans ce podcast et dans le module 4 sur la première étape, je le disais, du TP2, analyser un problème à l'aide d'une grille d'analyse. Puis la grille d'analyse, je le disais un peu plus tôt, si vous la cherchez, c'est dans l'ouvrage de Georges A. Legault. Et dans ce podcast et dans le module 4, quand je parlerai de cette grille, je vais la nommer, pour les plus intimes, ça ira plus vite, on va la nommer la grille de Legault. OK, êtes-vous prêts pour vous lancer avec cette grille? Première tentative pour utiliser cette grille, prenons le cas de Karen Duhamel. Êtes-vous prêts? C'est parti! J'ai juste une dernière question, toujours pour le représentant de l'Ordre. Il y a peut-être des modifications au niveau de l'encadrement qui peuvent être faites auprès des ingénieurs, mais est-ce que vous pensez que l'encadrement devrait être renforcé également autour des firmes de génie? Oui. Oui? Mais pas juste les génies, là. Même, parce que là, moi, je l'ai suivi à la commission, là, on a vu le municipal, moi, ça fait pas longtemps que je suis au municipal, là, mais même ceux qui... Embauche des ingénieurs? Ben c'est ça, juniors, là. Tu sais, là, c'est le fun de se faire rafraîchir un peu, là, puis, tu sais, de se faire un petit peu secouer en me disant, ben avec les années, là, tu fais ça, mais tu sais que t'es pas supposé de faire ça, là, tu sais. Revenez, là, dans le droit chemin. Résumons les faits, peut-être. Vous allez voir dans la grille, la première chose qu'on vous dit, c'est recenser les faits. Hein? C'est la première partie de la grille. Puis je me permets de vous résumer peut-être le cas de Karen Duhamel, à quoi ça ressemblait son problème. Karen Duhamel, ben d'abord, elle est ingénieure. Elle était ingénieure, elle est toujours ingénieure d'ailleurs. Et elle s'est sortie de l'université, comme vous, là, elle était à l'université, puis là, elle avait fait ses stages. Puis à la fin de son stage, ben, elle a trouvé un beau boulot dans une grande firme de génie conseil. Pour elle, c'était Génivar. Génivar qui est après devenu WSP, qui après la commission Charbonneau, c'est ça, c'est devenu WSP, parce que des fois, il faut repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau nom.
Et Karen Duhamel, sur le chantier de réfection de l'autoroute, pour elle, c'était l'autoroute 40, me semble-t-il. Karen avait remarqué de drôles de calculs dans les quantités. On lui demandait de saisir des quantités posées, puis ça correspondait pas vraiment aux quantités qu'elle pouvait estimer grâce à ses calculs, ses mesures, les mesures de ses arpenteurs. Comment se fait-il qu'on pose plus de matériaux que théoriquement, on devrait être capable d'en poser? Hein? Si on pose plus de matériel sur une rue, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une bosse dans la rue. C'est probablement ce que Karen se disait. Puis, ben là, elle se dit, ben c'est pas normal. Là, les chiffres sont changés. Il y a peut-être un entrepreneur qui essaie de surfacturer. Puis, elle se met à dénoncer le problème, à pas rentrer les chiffres de l'entrepreneur. Puis, autour d'elle, ben, on commence à résister. Ses collègues, ses supérieurs, tout le monde résiste. Puis, elle commence à paniquer un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les liens entre mon employeur et cet entrepreneur? Puis, pourquoi on refuse d'entrer les bons chiffres, hein, les bons entre guillemets. En tout cas, mes chiffres fonctionnent pas. Puis là, elle remarque de drôles de relations. Elle remarque qu'il y a de l'argent liquide qui circule. Tout ça, à partir du moment où on se met à ouvrir les yeux puis poser des questions, on remarque bien des choses. Puis Karen se met à remarquer toutes sortes de problèmes autour d'elle. Elle s'adresse à ses patrons. Ses patrons résistent. On va la tabletter. On va lui dire, ben, tu sais quoi? Reste dans ton bureau, fais d'autres choses de plus plates, mais au moins dérange-nous pas. Puis ça, c'est ce qui se passe. Hein? Ça, c'est les faits. Karen est capable de documenter plusieurs choses. Les chiffres, les mauvais chiffres, ses chiffres. Elle pourrait garder des traces de tout ça. Et ça fait partie des faits. Et maintenant, si on poursuit l'analyse de ce problème, disons que c'est notre TP1. Ça, c'est pas ça, le TP1. En fait, le vôtre, typiquement, il devrait être encore plus concret et plus fréquent, je dirais. Du moins, ça faisait partie de mes critères. Mais faisons comme si ce beau TP1, c'était le vôtre. Et on va poursuivre l'analyse à l'aide de la grille de Legault. Et on va se prendre un 30 minutes ensemble pour réfléchir à tout ça. C'est un luxe que Karen n'avait pas, là. C'est-à-dire se prendre du temps pour réfléchir tranquillement à un problème, là. Pour vous, c'est assez relax comme exercice. On n'est pas dans le même genre de stress et de pression que Karen a dû rencontrer, mais c'est ça, vous êtes en train de vous former. Alors pourquoi pas se prendre ensemble 30 minutes pour réfléchir à un vrai problème, qui est celui qu'a rencontré Karen Duhamel, mais on va essayer de l'analyser à l'aide d'une grille, une grille d'analyse, la grille de Legault. Il y a 4 phases dans cette grille. La première phase, je les nomme là, prendre conscience de la situation. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. La phase 3, prendre une décision raisonnable. La phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, 4 phases. On va passer à travers ces 4 phases. 30 minutes, ça se peut que ce soit un peu long, là. Je vais mettre quelques petits bumpers audio là, pour marquer comme ça le pas. Là. Ça vous démontrera que ça donnera un signal que bon, au moins on en a fait une phase, on passe à un autre. Tiens, premier bumper. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? OK, la phase 1. Commençons par la première. Legault nous dit on va prendre conscience de la situation. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on va s'attarder sur les faits. Hein? Prendre conscience, c'est ça, la première phase, c'est sur les faits. C'est la plus longue, puis c'est normal, là, une belle décision éthique, une belle réflexion, ça part d'abord des faits, de recenser les faits, de voir ce qu'il en est. Première sous-étape, Legault vous dit on va inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, pour le cas de Karen Duhamel, si on se prend une feuille, là, puis on se met à écrire les principaux éléments, on va dire que
Karen, elle constate quoi autour d'elle? Il y a ses feuilles de calcul, il y a des traces dans le système. Donc, prendre en note là, tout ce qu'elle peut constater de visu et documenter tout ça. La deuxième sous-étape, le Go vous dit, on va recenser les faits, ce qu'on peut constater. Mais en B, on va aussi essayer de formuler le dilemme de façon très synthétique. Le Go vous dit, si vous hésitez, c'est parce qu'il y a un dilemme. Essayez de le formuler de façon très condensée. Là. Pour Karen, à quoi ça ressemble son dilemme? Au tout début, là, elle voit les différences de calcul, elle constate les faits, puis elle se dit, est-ce que d'un côté, je pourrais entreprendre des démarches là, pour poser des questions, pour résoudre ce problème? Puis pourquoi? On le sent, c'est peut-être par souci d'intégrité, d'honnêteté, il y a quelque chose qui cloche. Ou l'autre décision contraire, c'est de ne pas faire ces démarches-là, de ne pas poser des questions, de décider de se taire, parce que dans le texte sous-jacent, là, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être la peur de représailles ou l'impression de manquer de solidarité peut-être envers ses collègues, le sentiment de ne pas être assez solidaire ou loyal envers son employeur. Donc c'est ça un dilemme. On le formule comme ça, là. Essayez de bien voir la tension éthique qui est à l'œuvre, là. 2 bonnes décisions. À gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Puis, on essaie de coucher ça sur papier, là, voir c'est où que ça achoppe tout ça. Là. Pourquoi j'hésite à ce point-là? La troisième sous-étape, nous dit le Go, c'est de résumer la prise de décision spontanée. Donc, le Go, il vous dit, tu as un dilemme sur ta feuille de papier, là, écris ta décision instinctive. C'est important de voir d'où on part. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là, bien au contraire, il va vous inviter à analyser, réfléchir, décortiquer tout ça, mais d'abord savoir d'où on part. Instinctivement, là, où j'en suis. Pour Karen Duhamel, peut-être qu'instinctivement, son réflexe, ça serait peut-être de se taire, peut-être, ou de se sauver à la course, peut-être. Mais c'est ça la décision instinctive. Là. Ça relève de nos réflexes, nos habitudes. C'est important au moins de savoir d'où on part. La quatrième sous-étape, on est toujours dans la première phase, on se concentre sur les faits. Quatrième sous-étape, le Go vous dit, on va analyser la situation des parties concernées. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus conséquentialiste de toute votre analyse. Là. Le Go, il vous dit, prends tous les acteurs, les actrices de ton problème, tes collègues, tes patrons, ton client, mets tous leurs noms là, sur ta feuille de papier, puis essaie d'évaluer les conséquences dans ton dilemme. Là, à gauche, c'est bon, mais c'est quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Puis à droite, c'est bon aussi, mais ça serait quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Pour Karen, les parties prenantes, là, c'est du monde. Là. C'est Yannick Gourde qui l'a mentionné, son patron, Monsieur Semidjan, l'entrepreneur en question, le MTQ, le public. Il y a du monde, puis à chaque fois qu'on prend une décision, à gauche, à droite, quand on tranche le dilemme, il y a des conséquences positives et négatives sur chacune des parties prenantes. Puis quand vous allez faire cette analyse-là, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui aimaient bien le conséquentialisme, là, mais là, vous allez l'haïr, le conséquentialisme, parce qu'il faut tout mettre ce monde-là sur une carte, sur une feuille plutôt. Puis c'est long, là, faire la liste de toutes les conséquences positives, négatives, les conséquences graves, moins graves, probables, improbables, peu probables. Puis on se tanne vite, je dirais, de faire tout ça, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Peut-être pas de faire toutes les conséquences, parce que sinon vous n'arrêterez pas sur toutes les parties prenantes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde d'impliqués, mais peut-être les principales parties prenantes sur les principaux acteurs. Donc les principales conséquences plutôt sur les principales parties prenantes. On peut se contenter, je dirais, de ça. Et on est rendu dans la 5e sous-étape. On est toujours dans la phase 1. Le Go vous dit, on va analyser
la dimension normative de la situation. Puis ça aussi, c'est important. Hein, quand on prend une décision, on va regarder, c'est quoi les lois, les normes qui encadrent ce genre de problème. Hein, Karen Duhamel, là, c'est quoi les lois, les règles, les normes qui encadrent un problème de ce type? Là? Quand on constate que les quantités déclarées sont pas les mêmes que j'ai à entrer dans mon système, c'est quoi les normes, c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'on s'attend, c'est quoi mon contrat de travail, qu'est-ce qu'on exige de moi, qu'est-ce que mon code de déontologie me demande de faire, c'est quoi les règles en matière de comptabilité, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Donc, trouver les lois, les règles, les codes qui encadrent tout ça. Là. Puis, je dirais que pour certains, c'est une étape que vous n'êtes pas toujours bien formé en cette matière. Là. Il y en a plusieurs qui connaissent très mal le droit, les règles, les normes, alors que vous allez être bientôt baigné dans tout ça. Puis certains le savent là, dans le système autour de vous que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Ça dépend des professions, là. Mais il y en a plusieurs qui se disent mon ingénieur, il connaît peut-être mal les lois, les règles, les normes, je vais peut-être essayer d'y en passer une. Ça se pourrait. Ça arrive. En tout cas, dans le cas de Karen Duhamel, il y en a peut-être qui a peut-être sous-estimé sa capacité à connaître la loi sur les ingénieurs. Donc voilà l'étape 1 de la grille de Legault. Legault vous dit, d'abord, avant toute chose, on va se concentrer sur les faits. On va recenser, analyser les faits. On va cerner le dilemme. On va penser aux conséquences. On va essayer de recenser les lois, les normes. Puis ça, c'est la phase 1 de l'analyse. C'est, on se concentre sur les faits. C'est intitulé « Prendre conscience de la situation ». This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. OK, phase 2. On a analysé les faits. Après avoir analysé les faits, Legault vous dit, on va clarifier les valeurs en conflit. Hein? Donc, Legault vous dit, les faits, c'est important, mais là, c'est un problème éthique. C'est parce qu'il y a des valeurs d'impliquer. Puis pour les valeurs, Legault va vous dire, première sous-étape, mais déjà, essayez de voir les émotions qui sont dominantes. C'est en A, là, troisième, il y a 3 sous-étapes. La première sous-étape, on va se concentrer sur les émotions. C'est bien. C'est bien de partir de là, surtout dans une analyse rationnelle, d'essayer de voir émotivement, là, j'en suis où. Si on se met à la place de Karen Duhamel, puis on écrit cette phase-là là, sur notre feuille devant nous, mais il y a beaucoup d'anxiété qui est sûrement là, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des autres, du patron. Il y a sûrement aussi beaucoup de frustration, hein, d'avoir le sentiment d'être isolé, non entendu, trompé, hein, d'une certaine façon. Puis, parce que les émotions agissent aussi sur la raison ou sur notre rigueur, notre objectivité, mais je pense que c'est prudent de la part de Legault de vous dire, on va se concentrer sur les valeurs, mais à quelque part dans la grille, il faut se trouver un endroit pour déjà énoncer les émotions là, qui sont à l'œuvre et qui pourraient peut-être influencer la prise de décision. Deuxième sous-étape, Legault vous dit, on est en B, Legault suggère de recenser les valeurs agissantes. Hein? C'est-à-dire que ce sont les valeurs qui influencent vraiment la prise de décision. Puis ces valeurs-là, vous allez les trouver où? Mais vous allez les trouver, elles se cachent derrière les conséquences que vous avez trouvées dans la phase précédente. Les valeurs se cachent derrière les normes que vous avez identifiées dans la phase précédente. Il y a des phases, pour Karen Duhamel, il y a des phases qui se cachent dans les conséquences qu'elle pourrait anticiper. C'est-à-dire que si elle craint par rapport à sa sécurité, sinon à sa santé mentale, sa loyauté envers l'employeur, tout ça, là, ça fait partie ce sont des valeurs, là. Hein? Si on dit que ça nous préoccupe, si on dit que c'est important,
c'est parce qu'on dit que ça a de la valeur. Donc, sécurité, santé, loyauté, solidarité envers les pairs, ce sont tous des valeurs. Si vous dites qu'il y a des conséquences positives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous rapproche de ces valeurs. S'il y a des conséquences négatives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous éloigne d'une valeur. Donc voilà comment on peut se servir des conséquences que vous avez tout juste trouvées dans la phase précédente pour trouver des valeurs. Il y a aussi des valeurs cachées, j'en parlais dans les normes, les règles. Si vous dites, telle norme, telle règle est importante, ça m'aide à cerner le problème, vous allez voir que dans toutes les normes que vous allez identifier comme étant pertinentes, il y a des valeurs qui sont là. Les normes, les règles, les lois sont souvent mises en place pour défendre certaines valeurs. Que ce soit la vérité, que ce soit la justice, l'honnêteté. Derrière chaque norme, il y a ça. S'il y a un code du bâtiment, il y a une valeur sous-jacente qui est la sécurité. Donc, s'il y a un code de la route, c'est qu'il y a une autre valeur qui est la sécurité sur la route. C'est pas étranger. Le monde des valeurs puis le monde des lois ou du droit, ce n'est jamais très éloigné. OK, on a 2 sous-étapes. La 3e sous-étape de la 2e phase, j'espère que vous me suivez toujours. Le go vous dit, on va identifier le principal conflit de valeurs. Puis ça, c'est important. Dans n'importe quel dilemme éthique, si c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a 2 valeurs qui sont en conflit. En fait, vous allez en trouver plusieurs, là, mais je vous demande de faire l'exercice de condenser le dilemme, de le réduire à une belle tension entre 2 valeurs. Donc, un dilemme, c'est ça. Dans le cas de Karen Duhamel, si elle hésite, c'est parce qu'il y a un dilemme. Puis s'il y a un dilemme, il y a 2 valeurs qui s'affrontent. Puis si elle décide de ne rien faire, c'est parce que peut-être qu'elle a décidé de privilégier la sécurité d'emploi, la loyauté envers l'employeur, j'en parlais un peu plus tôt. Mais si elle décide d'agir, c'est l'autre partie du dilemme, mais c'est d'autres valeurs. Donc il y a la valeur de justice peut-être ou de protection du public, du trésor public, en tout cas le bien public, par honnêteté, par respect des lois. Ça fait partie des valeurs importantes. Puis à la fin, si on résume son dilemme avec un conflit de valeurs, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait être la vérité contre la loyauté envers l'employeur. Voilà. Alors, en résumé, on est toujours dans la 2e phase. Le go vous dit, dans cette 2e phase, ce qu'on va faire, c'est on va clarifier les valeurs en conflit. Puis pour ça, il vous demande d'identifier les émotions dominantes, de nommer les valeurs, de les trouver là où elles se cachent, je le disais, là, dans les conséquences, mais aussi dans les normes, dans les lois. Puis enfin, cerner ce conflit de valeurs, essayer d'arriver à un beau conflit entre 2 belles valeurs. C'est pour ça qu'il y a un dilemme éthique, puis ça permet de le mettre là, ici, sur cette belle feuille de papier. Bon, m'écoutez-vous encore, là? Ça fait 2 phases. Les 2 premières sont un peu plus longues. On lâche pas. Tiens, je vais déjà vous donner l'indice de la semaine, pour l'indice de cet épisode du podcast pour vous réveiller. L'indice cette semaine, ce sera la grille de Georges Auguste Legault. C'est son nom, là, quand on le dit tout au long. La grille de Georges Auguste Legault. OK, on continue. On est rendu à l'étape 3 de la grille de Georges A. Legault. Pour le cas de Karen Duhamel, je vous rappelle là, ce qu'on a fait. On a analysé les faits dans la phase 1. On a identifié le conflit de valeurs dans la phase 2. Et Legault vous dit, dans la phase 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une décision raisonnable. Ben oui, on a identifié les faits, on a cerné le dilemme. Maintenant, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que on va décider c'est quoi la valeur qui va avoir préséance.
C'est ça une décision éthique, là. C'est ça que Karen va faire lorsqu'elle prend cette décision éthique. Elle va décider de prioriser une valeur par rapport à une autre. C'est ça qui fait mal. On priorise une valeur, ce qui fait qu'il y a une autre valeur qui va en souffrir. Pour Karen, elle, si elle choisit la vérité, la justice, c'est peut-être la loyauté envers son employeur qui va en souffrir, ou sinon la solidarité envers ses collègues. Là, c'est ce qu'on craignait, puis c'est ce qui va arriver. Hein. Donc, une décision éthique, c'est ça exige un sacrifice. On priorise une valeur. Donc, on va parler de valeur prioritaire. Il y a une autre valeur qui va être sacrifiée. On va parler de valeur secondaire. Puis il faut avoir toujours ça en tête, là. Quand on notamment lorsque vous allez mettre en œuvre votre décision, c'est là où ça devient important, c'est-à-dire que quand vous allez mettre en œuvre votre décision, il va falloir penser à cette deuxième valeur, là. C'est ça qui va être sacrifié, puis dans la mise en œuvre de votre décision, il va falloir penser à des éléments de mise en œuvre pour réduire peut-être les conséquences sur cette deuxième valeur là, qui a été sacrifiée, là, cette valeur secondaire. C'est là où on va parler de conséquences négatives, qu'on va essayer de réduire ces conséquences négatives-là, parce que c'est aussi une valeur importante pour nous. La loyauté envers les collègues, la solidarité, c'est aussi une valeur. On a décidé de prioriser l'honnêteté, la justice, mais il va falloir penser aussi aux conséquences sur la deuxième, la valeur secondaire, puis j'y reviendrai plus tard là, dans la mise en œuvre, c'est là où ça va se passer. Donc, en A, première sous-étape, Karen identifie une valeur qui a préséance. C'est ça, prendre une décision éthique. Karen doit ensuite, en B, elle doit penser à identifier un argument, ou quelques arguments qui vont justifier la valeur prioritaire. J'ai décidé de prioriser la loi, la justice, la vérité. Pourquoi? C'est ça, là. Penser à des raisons qui justifient cela. On a décidé de prioriser une valeur, mais c'est pas arbitraire. Il y a des arguments qui peuvent vous aider à prioriser une valeur. Si c'est la vérité que vous avez décidé de prioriser, pourquoi vous avez décidé de prioriser la vérité? Pourquoi vous avez décidé de le faire même au détriment de la collégialité ou du sentiment de solidarité ou de loyauté envers votre employeur? Créer des arguments, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de philosophie morale, d'argumentation. C'est pour ça au deuxième module plutôt, on a parlé de déontologisme, de conséquentialisme, et d'éthique de la vertu, parce que c'est ça que vous devrez faire ici, là. Trouver des arguments. Trouver des arguments pour justifier, si c'est la décision de Karen, trouver des arguments pour justifier pourquoi Karen doit décider de dire la vérité, si c'est ça sa décision. Puis des arguments, vous allez en trouver. Bon, ça pourrait être un argument déontologique, si on s'inscrit dans le courant déontologique, ce serait de dire, ma décision elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec le code de déontologie professionnelle, parce qu'elle respecte la loi sur les ingénieurs, parce que ces lois-là sont là pour donner une certaine forme de stabilité sociale, assurer la justice, la protection du public. Ça pourrait être un argument conséquentialiste en disant cette décision-là, c'est la meilleure parce qu'il y a des conséquences positives importantes. Les voici. Dans la première phase, vous avez trouvé toutes sortes de conséquences positives. Là, c'est là qu'on les met en valeur ou ça nous permettra d'éviter certaines conséquences négatives. Puis c'est là aussi où on peut les mettre en valeur. Donc, c'est pas théorique tout ça, là. C'est de l'argumentation. Il y a une décision qui a été prise, puis les courants argumentaires, il y en a pas 25, là. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Quand j'ai pris cette décision, éthique de la vertu, ça ressemblerait à quoi? J'ai pris cette décision-là, pourquoi? Parce que ça respecte telle valeur ou c'est cohérent avec telle valeur qui, elle, est au cœur des lois, des normes qui m'encadrent. Cette valeur-là de vérité, elle est au cœur de mon code de déontologie. Et voici telle norme qui a été écrite même exactement pour défendre cette valeur-là de vérité. Donc là, ici, c'est un argument de l'éthique de la vertu parce que mon ordre professionnel me demande d'agir comme un professionnel. Puis un professionnel, c'est un comportement qui est aligné ou qui est guidé par ses valeurs. Ça aussi, c'est une façon d'argumenter dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Voilà, ça ressemble à ça, un argumentaire. Ça ressemble à ça, des arguments. C'est pas
théorique. On en a fait des arguments là, dans le module 2. C'est juste de communiquer, de se réaligner, de réinvestiguer ce module 2 là, pour trouver les principaux arguments que vous pourriez déployer. Puis en C, on est toujours dans la troisième phase. On va résumer peut-être. Donc, en A, on dit choisir une valeur prioritaire. En B, on dit trouver les arguments pour justifier pourquoi on a priorisé une valeur. Et en C, le go vous dit, ça serait important de penser à la mise en œuvre de votre décision. Donc, que doit faire Karen pour s'assurer que sa décision ait les effets escomptés? Préciser les modalités de l'action. J'ai une bonne décision, j'ai décidé de prioriser telle valeur, j'ai des bons arguments pour justifier cette décision-là, mais comment je vais faire pour la mettre en œuvre, cette décision-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les actions que je dois poser? Ça aussi, vous aurez éventuellement, c'est important d'y réfléchir à cette phase, dans cette troisième étape de la phase 3, parce que vous allez avoir besoin de ça aussi dans le TP2 quand je vais vous demander les éléments de mise en œuvre, là. C'est là où vous allez les retrouver. Puis des éléments de mise en œuvre pour Karen, Karen, on le voit là, c'est un peu ce qu'elle a fait, le communiquer avec l'OIQ pour avoir du soutien. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Demander des conseils autour d'elle, demander du soutien juridique. Ça aurait pu être prévenir le MTQ de ses doutes, ou en tout cas, c'est ce qu'elle a fait un peu, partager ses doutes avec celles et ceux qui l'entouraient. Prévenir son employeur de ses démarches, exiger des changements, prévenir les autorités compétentes. Donc, elle a essayé tout ça. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Puis le go vous dit, cette étape-là, c'est dans la troisième phase, la troisième sous-étape. C'est là où on doit penser aux modalités de l'action qui sera entreprise. Et donc, la phase 3, en résumé, c'est ça. On prend une décision raisonnable. Donc, une décision, on priorise une valeur, on trouve des raisons d'agir, on pense à la mise en œuvre. Dans la phase 1, on a analysé les faits, on a cerné le conflit de valeurs, on a pris une décision, on a priorisé une valeur, on a pensé à la mise en œuvre de notre décision. Donc voilà, on avance déjà un peu plus. You really are doing great. Et quatrième phase, le go l'intitule « Établir un dialogue avec les parties concernées ». Ici, il parle de dialogue, là, mais je vous dirais que c'est la quatrième phase, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est surtout un dialogue avec soi-même. Je dirais que la quatrième phase, c'est une phase d'analyse. On se prend un pas de recul. Puis on réfléchit aux forces et aux limites, je dirais, de notre décision pour éventuellement être capable d'en parler, de dialoguer avec les autres parties concernées. Donc le go vous dit, d'une certaine façon, fait déjà en A, il vous dit, ça c'est son petit jargon, là, faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Donc faire une réflexion, c'est bien. Critique. On regarde sa propre décision, on va l'analyser de façon critique, puis on va essayer d'évaluer dans quelle mesure ma décision, elle est universalisable. Dans quelle mesure elle pourrait être toujours bonne, cette décision-là. Est-ce qu'elle est toujours bonne ou est-ce qu'elle est seulement bonne ici? C'est quoi les critères? C'est quoi les éléments de contexte qui fait que ma décision, elle est bonne en ce moment? Ou c'est quoi les éléments de contexte qui me permettraient de généraliser la force ou ma décision que je suis en train de prendre. C'est un peu ça que le go vous dit à la toute fin de cette analyse. On a pris une bonne décision, on a analysé les faits, on a vu le conflit de valeurs, on a priorisé une valeur, on a des bonnes raisons d'agir, on a pensé à la mise en œuvre de tout ça, mais à la fin, il faut regarder aussi la force de notre décision. C'est quoi les forces, c'est quoi les failles de cette décision? Puis le go vous dit, pour évaluer la force de notre décision, il nous suggère 3 critères pour examiner puis mesurer cette force de cette décision. Donc 3, puis là ça arrive à la toute fin, là. Tiens, je vais mettre un autre bumper ici, là. This sentence is false. Don't think about it, don't think about it, don't think about it,
Bon, ça arrive à la toute fin, puis vous êtes peut-être un peu fatigué. Mais il y a 3 critères, puis ces 3 critères-là sont importants aussi. Là, c'est peut-être les critères les plus intéressants de façon analytique. Là, quand on prend une décision, comment on mesure la force de cette décision-là? Il y a plusieurs critères, mais le GO vous en propose 3. Puis je vous invite à être très attentif à ces 3 critères. Le premier, c'est le critère d'impartialité. C'est-à-dire qu'une bonne décision, idéalement, c'est une décision qui pointe vers l'impartialité. Est-ce que Karen, elle est impartiale? Elle prend une décision, mais est-ce qu'elle est impartiale? Vous savez, Karen, elle fait partie, elle est partie prenante au problème. Ça se peut bien que Karen décide de sauver sa peau. C'est probablement la décision que plusieurs d'entre vous auraient prise. D'abord, sauver ma peau. Mais c'est le problème. Quand vous allez arriver à ce critère-là, quand vous allez évaluer dans quelle mesure la décision est impartiale, vous allez arriver au constat que elle peut pas être vraiment impartiale parce que c'est moi qui ai pris dans le problème, puis ça se peut que je décide de choisir mon propre parti, ma propre sécurité. Puis ça vous posera aussi des questions supplémentaires, c'est-à-dire que si vous êtes partie prenante, ben vous êtes un peu en conflit d'intérêts. On y reviendra un peu dans les autres, j'ai un module sur le conflit d'intérêts, mais ça pourrait être tentant de sauver votre peau. Donc, comment on fait pour s'assurer que la décision, elle soit la plus impartiale possible? Puis ça, quand vous arrivez à cette partie-là de l'analyse, ben, ça vous permettra de penser à d'autres mesures de mise en œuvre. Si je suis partie prenante, est-ce que je pourrais pas faire valider ma décision par une partie externe qui, elle, n'est peut-être pas impliquée et qui donc sera plus impartiale? Voilà. Donc, critère d'impartialité, super important. S'assurer d'être le plus impartial possible. C'est sûr que la parfaite impartialité, vous y arriverez jamais, mais comment on fait pour qu'elle gagne? Qu'elle soit de plus en plus impartiale, qu'elle gagne, qu'elle prenne de moins en moins parti. C'est ce que ça veut dire. Le deuxième critère, le GO vous dit, il y a le critère de réciprocité. Donc, réciprocité, c'est l'idée qu'une bonne décision, c'est une décision qui pense à l'autre. On doit, lorsqu'on prend une décision éthique difficile, délicate, penser à la personne ou la partie qui va subir les contre-coups de notre décision. Puis à ce moment-là, se demander, ces conséquences négatives, est-ce qu'elles sont justifiées? Donc, pour Karen, c'est assez simple. Avec les décisions qu'elle a prises, il va y avoir des conséquences négatives sur plusieurs personnes. Donc, ses collègues, ses patrons, l'entrepreneur en tant que tel. Est-ce que c'est justifié que ces personnes-là subissent des conséquences négatives? Je pense qu'on pourrait dire que oui, il y aurait de très bons arguments qu'on pourrait déployer ici. Mais surtout, ça va lui permettre de bien mesurer peut-être les risques qui sont associés à sa prise de décision. Je me mets à la place de l'autre. C'est sûrement mes patrons qui vont subir les conséquences négatives. Comment vont-ils réagir? Est-ce que c'est justifié? Se mettre à la place de l'autre. Des fois, c'est une personne qui va subir des conséquences négatives sans avoir rien fait de mal. Des fois, c'est des conséquences négatives que subiront des personnes qui ont parfois posé des gestes forts maladroits. Mais c'est ce que le GO vous demande de réfléchir. À la fin, votre décision, pensez à celles et ceux qui vont subir les contre-coups de votre décision. Troisième critère, le GO vous dit pensez le critère d'exemplarité. Le GO, il va terminer sa grille avec ce critère-là. Donc, il y a un critère d'exemplarité. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est réfléchir à la portée et la généralité ou la portée générale, je dirais, de votre décision. C'est-à-dire, le GO vous demande en toute fin, est-ce que vous avez pris une bonne décision, vous avez de bonnes raisons d'agir, vous avez de bons arguments. Est-ce que ces arguments seraient valables face à d'autres cas semblables? Donc, c'est une réflexion super intéressante, ce critère d'exemplarité. C'est l'idée d'évaluer la portée de ma décision. Donc, est-ce que cette décision-là peut s'appliquer à d'autres cas semblables?
Hein, c'est exactement ce que fait un juge quand il rend son jugement. J'ai rendu ma décision. Maintenant, ma décision, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres cas semblables? Puis ça va vous permettre, entre autres, de faire des recommandations. Hein, quand vous réfléchissez à un problème éthique, à la fin, vous avez pris une décision, puis là, on peut réfléchir à, OK, ma décision est bonne, mais est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres cas qui ressemblent aux problèmes que moi j'ai analysés? Puis oui, à quoi ça ressemblerait, ces problèmes semblables? C'est quoi les critères pour dire que ces problèmes-là sont semblables? C'est quoi les critères ou les arguments que j'ai déployés que je pourrais reprendre pour résoudre ces problèmes semblables? Donc, c'est un beau critère qui est une belle réflexion. C'est un peu méta tout seul, mais c'est important d'arriver à la fin. En tout cas, si on veut faire un peu de philo morale, je prends une décision, je pense qu'elle est bonne, mais à la fin, dans quelle mesure cette décision-là, elle est bonne? 3 critères. Exemplarité, impartialité et réciprocité. Et on serait rendu à la toute fin de la phase 4. Et la phase 4, elle se termine comment? C'est écrit « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position ». Puis ça, c'est quoi? C'est exactement l'objectif du TP2, donc le rapport décisionnel, la deuxième phase du TP2, formuler, j'appelle ça un rapport décisionnel pour ça, là, un rapport dans lequel vous allez formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier votre décision. Donc ça, c'est le rapport décisionnel. Ça s'en vient. On n'est pas encore là, mais c'est à la toute fin de la phase 4 de la grille de Legault. Établir un dialogue avec les parties prenantes, nous dit Legault, mais à la toute fin, formuler, présenter. Plusieurs, quand vous allez arriver à la fin de l'analyse, là, il y en a plusieurs qui vont me dire « J'arrive à la fin, puis qu'est-ce qu'il faut faire là? » Ben, vous pouvez juste écrire « Voir rapport décisionnel » parce que c'est ça que je veux à la toute fin. Donc, la dernière étape, là, c'est ça qu'on va faire. On va rédiger un rapport décisionnel dans lequel vous allez expliquer tout ça. Hein, si votre TP1, disons, si c'était le cas de Karen Duhamel, ben votre TP2, ce serait l'analyse qu'on vient de faire ensemble, que vous pourriez mettre en annexe, et un rapport décisionnel, c'est-à-dire qu'à la toute fin, vous le voyez là dans la dernière phase, un rapport décisionnel de 10 pages, ça va être ça, là, votre TP2. Un rapport dans lequel vous allez décider pourquoi la décision de Karen Duhamel, c'était la bonne décision, c'est quoi ses arguments, c'est quoi les gestes qui lui restent à poser, c'est quoi les recommandations qu'elle pourrait faire pour éviter que ce genre de problème se reproduise ou pour peut-être des recommandations pour résoudre plus aisément ce genre de problème. Puis vous le voyez là, cette analyse à l'aide de la grille, ce serait à la fin, donc en annexe de votre TP2, et le rapport décisionnel, c'est ça. Là. Vous êtes prêt, dans le fond, à la fin de votre analyse, vous êtes prêt à rédiger votre rapport décisionnel. Expliquer pourquoi votre décision elle est bonne. C'est quoi vos arguments? C'est quoi vos éléments de mise en œuvre? Comment vous allez faire pour mettre en œuvre votre décision? C'est quoi les recommandations? Et ça, je vous expliquerai ça éventuellement quand on arrivera à la rédaction du rapport décisionnel. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'analyse à l'aide de la grille. Nice job breaking it, Hero. Voilà, c'est tout. 4 belles phases dans une belle grille d'analyse proposée par Georges A. Legault. Puis pour analyser votre TP1, hein, c'est le beau TP1 que vous m'avez produit et déposé ce dimanche, vous allez devoir l'analyser à l'aide de cette grille, c'est-à-dire que vous allez devoir 1. Analyser les faits, 2. Clarifier les valeurs, donc trouver les valeurs qui se cachent là, derrière les conséquences, les normes que vous avez trouvées en 1. En 3, prendre une décision éthique, donc prioriser une valeur, trouver des raisons pourquoi on a priorisé telle valeur, penser aux actions que vous devrez poser pour mettre en œuvre cette belle décision-là. Puis à la fin, une belle, donc on dit établir un dialogue réel, mais c'est plutôt prendre une distance critique par rapport à votre propre décision. Là. C'est ce que Legault parlait d'universalisation. Là. Essayez de voir dans quelle mesure
votre décision, elle est universalisable, généralisable, dans quelle mesure elle a des forces et des failles que vous pourriez peut-être colmater. Voilà, c'est tout. Je parle beaucoup, mais cette grille, faut l'expliquer, faut la comprendre. Vous pouvez lire aussi les explications de Legault, puisque non seulement vous allez en avoir besoin pour résoudre votre TP2, mais aussi, rappelons-le, aussi quelques questions à l'examen là, sur cette belle grille d'analyse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo encore pour votre écoute des podcasts. Déjà 4 podcasts au complet à écouter votre prof. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.